Alors bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer notre série de tables rondes autour du livre lu et ce premier échange sur les coulisses du livre audio, lire ou faire lire son texte, nous allons nous interroger sur un phénomène. Un nombre croissant d'auteurs, parmi lesquels Pierre Lemaître, Sylvain Tesson ou Daniel Pénac, lisent leurs textes et enregistrent des livres audio. En quoi la lecture par un auteur de son propre texte se distingue-t-elle de la lecture par un comédien? Et de manière plus générale, comment évoluent aujourd'hui les différents rôles, éditeur, comédien, ingénieur du son, directeur artistique et désormais auteur, dans la mystérieuse fabrique du livre audio? Et pour répondre à ces questions, je vous présente nos invités. Michel Moreau, vous êtes directrice de Didier Jeunesse. Yves Eck, vous êtes comédien. Et Mariam Madjiri, vous êtes auteur et lectrice. Voilà, on va effectivement évoquer cette double dimension très importante. On va commencer par un tour de table avec Michel Moreau. Vous êtes diplômé d'HEC, vous avez démarré votre parcours dans l'édition technique et scolaire, avant de créer une première collection autour des comptines au sein des éditions Didier en 1988. Vous êtes aujourd'hui directrice donc, de Didier Jeunesse, où vous avez construit un catalogue dans lequel transparaît une réelle passion pour la littérature écrite et orale, les contes, les comptines, la poésie, et pour la musique. Vous êtes aussi, et c'est important pour nos échanges à venir, auteur, vous-même, vous êtes auteur de plusieurs livres-disques et vous avez traduit de nombreux albums. Et par ailleurs, vous participez régulièrement à des formations pour les professionnels du livre et de l'enfance. Alors, je vais commencer par vous avouer quelque chose. C'est un peu private joke, mais pour utiliser un terme anglais pour une fois, je suis fan de Petit Kaki, je suis fan de Lala dans la Lune, et les amateurs auront compris. Ça fait partie de ce merveilleux catalogue des éditions Didier Jeunesse. Michel, vous qui êtes à la fois auteur et éditrice, quelle est votre vision de cette nouvelle place des auteurs et plus généralement de cette fameuse coulisse du livre audio, cette machine du livre audio? Comment vous voyez les choses, vous qui avez plusieurs points de vue, étant vous-même auteur et éditrice? La place des auteurs, leur désir d'aller jusqu'au bout, de porter par la voix ce qu'ils ont écrit, je le comprends tout à fait, parce que moi-même, je l'ai fait. Il y a comme un désir de scène, je crois, là-dedans, que le corps de l'auteur, c'est presque plus que la voix, c'est le corps, qu'il aille jusqu'où il peut aller, jusqu'aux oreilles, jusqu'à la sensibilité du lecteur. Après, j'ai travaillé depuis très longtemps avec des conteurs, donc je connais les conteurs qui sont eux sur scène, qui incarnent leurs histoires, leurs textes, et qui ont du mal, eux, en fait, parfois à passer derrière le micro parce qu'ils n'ont pas la présence scénique, ils n'ont pas les mimiques, ils n'ont pas... Et ils ont plus de mal à tout canaliser dans la voix. J'ai des auteurs aussi qui me demandent, des auteurs de textes pour enfants, d'albums, à aller plus loin, aller jusqu'à l'enregistrement. Et je citerai par exemple Frédéric Clément, qui est auteur-illustrateur, ou Suzy Morgenstern, ou récemment Stéphane Servant. Et ces personnes ont quand même tous les trois, là par exemple, ils ont un rapport au public très fort. Ils sont dans une très intense communication avec leur public. Et tous les trois ont fait un travail vocal avec des comédiens, parmi leurs amis, ou avec un metteur en scène. Et ça, c'est... voilà, dans ce cadre-là, ça me semble très important. Moi-même, quand je m'y suis mise, j'ai pas, même en direction de comédien, j'ai aussi fait ce travail. C'est important. Oui, alors le rôle des comédiens, on va en parler, mais j'aimerais aussi revenir quand même sur la spécificité qui est la vôtre, c'est-à-dire de vous-même expérimenter cet acte de lire, d'être auteur. Comment vous voyez, vous, avec ce point de vue de l'auteur, le livre audio et sa mécanique? Est-ce que vous imaginez par exemple un habillage sonore? Est-ce que vous intégrez des dimensions artistiques? Est-ce que vous pensez aussi à de potentiels développements
type performance? Oui, en tant qu'auteur. Est-ce que vous allez aussi loin que ça? Est-ce que vous imaginez tout le déroulé, tout ce cheminement du livre audio de A à Z? Moi, quand je suis auteur de livres sonores, je pense d'abord au son, en fait, avant de penser au texte. Par exemple, le premier texte que j'ai écrit, c'était pour mettre en valeur de la musique concrète, les sons du quotidien. Et j'ai travaillé avec un ami musicien, Alex Grillo, et j'ai voulu choisir une histoire très simple qui n'effraie pas, mais surtout ne pas parler de musique concrète au public. Mais donc, j'ai vu un enfant qui perd son doudou, qui va le chercher, puis c'est entre le réel et le rêve, le fantastique. Mais dans le cours du travail, il s'est avéré qu'il m'a renvoyé la balle. Il m'a dit, c'est à toi d'écrire. Donc j'ai écrit, et il m'a dit, dans ce que tu as écrit, j'entends autre chose qu'un texte lu par un narrateur. Il y a aussi toute la forme, parce qu'il peut y avoir de multiples formes en ce qui nous concerne, éditeur de livres audio pour la jeunesse, même avec de la musique. Et là, ça s'est trouvé être un opéra, parce que dans mon écriture, il y avait déjà des voix. Il y avait une parole chorale, il y avait des paroles singulières, pourtant il n'y avait qu'un personnage. Et donc, j'ai écrit dans ce sens-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est le rapport entre le texte, la lecture à voix haute. Je peux juste faire un petit détour. C'est que moi, toute cette génération, de ce que vous avez dit tout à l'heure, Marie et Paul, c'est l'effet Madeleine, la lecture à voix haute, les voix qu'on a entendues, enfants. Et comme cette pratique-là, elle a vraiment considérablement augmenté aussi ces dernières années, bien sûr, ça se faisait spontanément, mais c'est revenu ça paraît naturel de lire des histoires à son enfant. Eh bien, je crois que l'effet Madeleine, il doit jouer aujourd'hui de la part de ces enfants, de ces jeunes ados adultes qui ne veulent pas vieillir trop vite aussi, et donc continuer à entendre des voix. Pourquoi je disais ça et pourquoi j'ai... Parce que vous avez fait un lien qui est très important, qui, je pense, sera présent toute la journée, c'est le lien entre lecture à voix haute et livre audio. On parlera finalement autant dans cette journée dédiée au livre lu de lecture à voix haute et de livre audio. Et je pense que cette séparation qu'on établit parfois est assez artificielle, même si un certain nombre de questions peuvent se poser, on le verra un peu plus tard dans la journée. Oui, voilà, j'ai retrouvé le lien, c'est que moi, dans mon travail d'éditrice sur n'importe quel texte, je fais entendre un problème ou un manque dans un texte en le passant à voix haute, à l'auteur. J'ai toujours travaillé comme ça. Et c'est par la voix que ça passe, qu'il y a un manque de rythme, qu'il y a une chute qui n'est pas présente, qu'il y a un manque quelque part. Et donc, la voix, bien sûr, on peut faire ces corrections à l'écrit, c'est plus rapide, mais par la voix, c'est immédiat, ça s'entend. Donc, l'éditeur, l'auteur, ils sont déjà dans un échange par la voix. Et je comprends que les auteurs, ils aient envie d'aller prêter leur corps, leur voix à ce qu'ils ont écrit. C'est tout. Mais ils sont peut-être moins maniables comme instrument que des comédiens. Oui. Et parce que moi, je considère vraiment le comédien comme un instrument de musique. Voilà, et qu'on peut. Ben oui, la voix, c'est un instrument, hein, et on peut lui donner une direction. Et c'est souvent avec des indications, des directions très très simples. Pourquoi ta voix baisse sur cette fin de phrase? Elle pourrait remonter et on serait suspendu. Et c'est pas forcément des indications psychologisantes, c'est des indications de hauteur, de rapidité, d'intensité, de densité, comme en musique en fait, de phrasé. Je parle beaucoup de phrasé aussi quand je suis en studio, et on est vraiment comme... Et le comédien, il a ce métier, il peut répondre... il fait des étincelles immédiatement, puis il essaye plein de choses. L'auteur, il va être, c'est plus un travail pour lui. Et s'il s'y est préparé, tant mieux. Mais c'est aussi une autre émotion. Enfin, c'est un petit peu différent. Oui. Alors, instrument de musique, quel compliment, hein, Yves. Et en plus, quelle merveilleuse transition. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir, mais effectivement, vous avez évoqué aussi le fait que
un texte ne résiste pas à sa lecture à voix haute et sans doute à son enregistrement en livre audio. Enfin, ça, c'est une question qu'on va poser à Yves, mais je vais vous présenter. Yves, vous êtes né et vous avez grandi en Belgique, mais je précise que vous êtes français. Je suis naturalisé. Naturalisé, voilà, parce que je sais que vous tenez à le préciser. Vous vivez et vous travaillez à Paris depuis une vingtaine d'années. On a pu vous voir dans Minuit à Paris de Woody Allen, aux côtés d'Isabelle Huppert dans L'avenir de Mia Hansen-Løve, et plus récemment dans 120 battements par minute de Robin Campillo. Au théâtre, vous jouez Hervé Guibert, Jean-Luc Lagarce, Lorca ou Shakespeare. Votre passion pour la lecture à voix haute et votre désir de proposer au public un rapport à la scène et au texte différent vous a inspiré un concept que moi je trouve incroyablement intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on a peut-être des petites choses ici ou là, des petits flyers, mais vraiment, hein, j'insiste, un concept qui s'appelle Tête de lecture, qui tourne en France et à l'international, vous allez nous en parler. Vous enregistrez également des textes audio, dont le roman primé de David Funkino, Charlotte, chez Écoutez Lire Gallimard, pour lequel vous avez reçu en 2016 la plume de Pan des lycéens au Festival du livre audio de Strasbourg. Alors, avec votre parcours qui est très lié à l'origine au spectacle vivant, quel est votre regard sur le livre audio et peut-être aussi cette arrivée, alors je n'ose pas dire concurrence, des auteurs qui se mettent à lire? Déjà, pour faire le lien avec ce livre audio, livre lu, ce qui est assez drôle. Alors, tête de lecture, c'est quoi en fait? Tête de lecture, c'est un concept que j'ai inventé il y a 5 ans et qui est parti d'un constat. C'est que moi, quand j'étais enfant, j'avais des cassettes et je les écoutais en boucle, je les connaissais par cœur. J'avais des 33 tours, des 45 tours, j'écoutais les histoires, tout ça. Puis on fait la lecture aux enfants. Mais quand on est adulte, on ne fait plus la lecture. Enfin, oui, à travers le livre audio, mais le livre audio, bon, on le choisit, tout ça. Mais j'ai eu envie de proposer aux adultes de leur dire qu'est-ce que vous aimeriez que je lise pour vous? Et en fait, c'est ça le principe de tête de lecture, c'est que les spectateurs qui viennent à une soirée tête de lecture peuvent, s'ils le souhaitent, m'apporter 1 à 2 pages de littérature qui leur tient particulièrement à cœur, extrait d'un roman, d'une nouvelle. Dans ce cas-là, ils reçoivent un billet de tombola, et si leur billet de tombola est tiré au sort, je leur fais la lecture. Voilà, ça c'est le concept de la soirée. Et donc, du coup, c'est vraiment complètement lié à ce goût que j'avais pour le livre audio, même si je ne l'appelais pas forcément comme ça quand j'étais enfant. Hein, c'était mes cassettes, du Chaboté, tout ça. Et ce qui est amusant, c'est que ce concept de tête de lecture, ces soirées, je reçois régulièrement des auteurs. Et j'ai reçu notamment David Fuenquinos, qui allait, quelques mois plus tard, sortir Charlotte chez Gallimard. Et donc, il m'a confié, parce que l'auteur invité me confie des textes aussi comme ça, sur le même principe, que je découvre des beautés. Et j'ai eu donc la primeur mondiale de Charlotte, qui a eu le succès qu'on sait après, et ce qui en fait a donné l'envie à David que j'enregistre le roman pour Écouter Lire Gallimard. Donc je suis arrivé en tant que comédien dans le livre audio par cette idée de livre lu qui venait elle-même du livre audio, donc la boucle est bouclée. Maintenant, la question c'était quoi? Ah oui, l'arrivée des auteurs. L'arrivée des auteurs, par exemple, est-ce que David Funkinos a eu à un moment, j'avais modéré une table ronde avec lui, je crois que je lui avais posé la question, mais j'ai l'impression que David Funkinos n'avait pas le désir de lire lui-même son texte. Cette idée lui semblait même assez étrangère. Non, je pense que les auteurs qui lisent, d'abord, souvent c'est le pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire que je pense que si effectivement ils disent à l'éditeur je veux absolument lire mon livre, s'il faut convaincre du contraire, c'est peut-être ça se fait parfois, hein, mais donc je pense que ces auteurs qui lisent, vous nous en parlez tout à l'heure, c'est des auteurs qui ont envie de lire, qui ont envie de, et je le comprends parce que c'est le texte, j'imagine. Enfin, moi j'écris pas, mais j'imagine qu'on a envie aussi d'apporter un plus avec sa voix, son interprétation. Et après, il faut avoir l'envie de ça. Et alors après, ce que vous disiez, effectivement, un auteur n'a pas forcément toutes les compétences du comédien, peut-être pas cette richesse, mais pourquoi pas? Et oui, il y avait une autre question qui me semble essentielle, c'est cette question de savoir si est-ce qu'on peut lire avec succès un mauvais texte? C'est une bonne question. Je pense que l'interprétation peut apporter un plus. C'est une réponse très habile. Bravo. Voilà. S'il est très très mauvais, ça va être. Mais c'est amusant, mais c'est vrai que en tant que, moi je lis beaucoup du coup avec tête de lecture que je fais, etc. Et c'est vrai que certains textes, quand ils résistent à la lecture, c'est pour moi, c'est qu'il y a un problème d'écriture. Après, il y en a qui se prêtent plus ou moins bien à la lecture à voix haute. Hein. Il y a voilà. Mais de temps en temps, je pense que la lecture peut-être sublimer le texte, tout comme elle pourrait aussi
le rendre. Enfin, je sais pas, lire Proust, par exemple, c'est pas évident. Hein, oui. donc, on pourrait très bien démolir Proust en le lisant à voix haute et en faire un truc incompréhensible. Enfin, voilà. Oui. Donc, Oui, alors après, il y a justement, je crois que pour lire l'intégrale de la recherche, 7 ou 8 comédiens se sont réunis chez Télème. Et puis, il y a quand même le cas Daniel Mesguich qui s'est attaqué à ce qu'il appelle lui-même l'Himalaya et qui a décidé d'attaquer la recherche seul. Voilà. Mais bon, ça reste quand même assez rare. Oui, alors il y a effectivement cette dimension du rapport au texte lu et de l'adaptation. Il y a aussi des formes littéraires qui sont parfois difficiles peut-être à lire. Je sais pas, il y a des auteurs, je pense à Claude Simon, ça me vient comme ça. Je l'ai eu dans Tête de lecture, voilà. par exemple, une fois, quand j'ai vu que c'était Claude Simon, j'ai eu très peur. Claude Simon, c'est magnifique, mais c'est quand même... Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien, donc au débeauté en plus. Exactement. Comment vous avez fait pour lire? Je l'ai lentement. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de Claude Simon? Oh, je sais plus. C'était dans Tête de lecture, je sais plus, parce que ça remonte déjà, je sais pas, 3-4 ans. J'aime beaucoup Claude Simon, j'adore. Je suis fan aussi. Mais quand j'ai vu que c'était Claude Simon, j'ai dit waouh, bon alors ok, on va y aller. Donc je me suis lancé. Non, je suis allé lentement. De toute façon, dans Tête de lecture, comme je ne sais pas ce que je vais lire, parce que bon, je connais Claude Simon, mais je ne sais plus quel était le livre, je ne sais même plus si je l'avais lu, mais je sais pas parce que j'ai lu un livre un jour que je vais m'en souvenir X années après. Donc ce que j'aime en fait dans cet exercice de la lecture au débeauté, c'est qu'on est comme sur un funambule sur son fil. Faut pas être brusque, faut aller doucement, pas à pas. Le spectateur, il est complice de ça parce que les spectateurs, ils savent que je suis en train de découvrir. Donc, si je bute sur un mot, ils sont indulgents. Mais pour revenir à Claude Simon, oui, j'y suis allé doucement, précautionneusement, et puis ça s'est plutôt bien passé d'après ce qu'on m'en a dit. Moi, je suis dedans, donc je m'en rends pas compte. Oui, c'est un sacré exercice. Il ne faut pas oublier que la bataille de Farsal, c'est en fait la bataille de la phrase. Et que ça rend effectivement la lecture du nouveau roman de manière globale, mais pas forcément de tous les auteurs du nouveau roman, ou de gens qui sont assimilés parfois à tort d'ailleurs au nouveau roman, mais en tout cas, c'est un vrai cas. Par exemple, s'il fallait l'enregistrer, alors là, c'est un challenge. Parce que là, bon, on me donne le texte, je lis au débeauté, bon, voilà. Mais si c'est enregistré, j'aurai un truc enregistré, ça doit être, je ne sais pas si impeccable est le mot, mais il faut quand même que, en plus, le roman entier, enfin, ça, c'est notre aventure. Hein. Très bien, hein, mais... Alors, nous avons beaucoup parlé d'auteurs. Nous allons continuer et terminer ce tour de table avec Mariam Madjiri. Mariam, vous êtes née à Téhéran en 1980. Vous vous exilez avec vos parents à Paris en 1986. Vous démarrez ensuite des études de lettres à la Sorbonne. Vous enseignez la littérature à des collégiens et à des lycéens. Puis, vous vous installez plusieurs années en Chine et en Turquie, où vous enseignez le FLE, terme qu'on va beaucoup utiliser dans la journée, français langue étrangère, avant de revenir vivre en France. À votre retour à Paris, vous intervenez à la maison d'arrêt de Nanterre pour y enseigner le français aux détenus. Et depuis février 2016, vous travaillez en tant qu'enseignante de FLE pour la Croix-Rouge française auprès des mineurs isolés étrangers. Votre premier roman, Marx et la poupée, paru en janvier 2017, qui est ici, a été récompensé en mai 2017 par le prix Goncourt du premier roman et en juin 2017, c'est tout récent, par le prix du roman Ouest France étonnant voyageur. Donc déjà bravo pour cette belle réussite. Et Mariam, vous êtes donc auteur et vous lisez vos propres textes. Quel est votre point de vue sur ce phénomène qu'on évoquait en introduction, d'auteurs qui se mettent effectivement comme vous à lire des textes, qui semblent se renforcer, et votre propre expérience ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait du théâtre. Donc, j'ai fait, avec les copains du lycée, on avait fondé une troupe ensemble. Et donc, chaque année, on essayait de monter un spectacle. Et donc, déjà, l'oralité, enfin la voix, m'intéressait beaucoup. Et lorsque j'étais aussi enseignante, très souvent, j'arrivais à tenir mes classes en leur lisant les textes à voix haute. Donc c'était aussi une arme très efficace pour calmer les collégiens et les lycéens que j'avais dans des zones en plus difficiles du 93. Et c'est fou parce que ça marchait très très bien. Le fait qu'ils entendent le texte, ça a apaisé toutes les tensions. Donc moi, c'est une pratique que j'ai longtemps eue. Et c'est vrai que lorsque j'ai fini d'écrire Marx et la poupée, très vite, j'ai eu envie de le lire. Donc on m'avait proposé des lectures musicales. Ça, c'était une expérience très riche pour moi, notamment sur le rapport entre le texte et la musique, sur la relation aussi qu'on a réussi à construire avec les différents musiciens.
avec lesquels j'ai été amenée à travailler. Et donc, de ces lectures musicales, très, très, très vite, en fait, j'ai eu envie d'arriver à ce livre audio. Et donc, j'ai tout simplement envoyé un mail en disant je veux lire mon texte, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, j'ai eu une réponse assez rapidement en plus. Et donc, voilà, l'aventure a démarré. Et ça a été très riche pour moi parce que ce qui s'est passé, c'est que au-delà de tous les aspects techniques, parce que le grain de voix est absolument... c'était une expérience inouïe d'entendre ma voix de cette façon-là, avec cette qualité-là dans l'oreille. Mais surtout, alors j'ai fait cet enregistrement de ce livre audio début février 2018, donc quasiment un an après la sortie de mon livre. Et c'est très intéressant parce que après ça, j'ai arrêté la lecture musicale. J'ai arrêté en fait d'accompagner mon texte avec ma propre voix et je l'ai enfin délégué aux comédiens et aux comédiennes. Donc c'est comme si c'était une étape que j'avais eu besoin de franchir, de traverser pour dire voilà, en fait ma voix maintenant est posée d'une certaine façon sur ce texte. En tout cas, il est possible de l'entendre avec ma voix. C'est scellé, c'est bouclé, et donc maintenant je peux déléguer. Il y a eu comme une passation qui s'est faite à ce moment-là. Et donc depuis février, je ne le lis plus. Oui, alors c'est curieux quand même, mais sauf ce matin. Mais oui, voilà. Mais là c'est pour les. Oui, on a eu l'occasion de se parler, d'échanger. Et vous m'avez dit une chose aussi très intéressante, c'est que finalement, maintenant, vous pouvez écrire votre prochain roman. Et aussi. Voilà, que quelque part, le fait que... Alors ça, est-ce que vous voulez en parler? Voilà, est-ce oui, que c'est bien sûr. Un sas, non, mais c'est fou parce que moi, je ne pensais pas du tout que le fait de travailler 5-6 heures en studio, et enregistrer mon texte allait amener toutes ces conséquences-là. Mais c'est vrai que la première conséquence, donc ça a été je donne aux autres, je le donne à d'autres voix. Et l'autre conséquence, effectivement, c'est que j'ai aussi arrêté d'accompagner physiquement le livre, donc ce qui s'appelle la promo. J'ai arrêté la promo de mon livre qui commençait quand même à devenir très, très intense, très dense, et donc pour pouvoir passer effectivement à l'écriture aussi du second. En tout cas, y réfléchir, commencer ce qu'on appelle le chantier, quoi. Et donc, oui. Et alors, une question aussi qui vient évidemment très vite, c'est est-ce que vous vous projetez un futur livre audio au moment où vous mettez en chantier ce futur roman? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous voyez Totalement. Ah oui. Ouais. Mais en fait, moi, c'est pas seulement mon propre texte que j'aime lire à haute voix. C'est vraiment, de façon générale, lire à haute voix qui m'intéresse. Les textes des autres. Je suis en train de travailler avec un ami sur un projet de poésie, donc poésie persane et poésie française, et c'est la même chose. Ça participe aussi de cet accompagnement vocal du texte et musical qui, pour moi, nous ramène aussi à l'origine de la littérature qui était chantée, récitée, oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, l'Iran, on a une tradition assez forte, évidemment, de l'oralité. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir une influence? Alors, le rapport à la poésie? On n'a pas forcément une tradition forte de l'oralité en Iran. Mais par contre, la poésie est uniquement, est essentiellement récitée. Oui, voilà. Mais ça. Bien sûr, oui. Elle a été écrite, elle est publiée, etc. Mais elle est restée vivante en Iran pour cette simple raison que les gens la récitent. Voilà. Ce qui ne se fait pas très souvent en France. Donc c'est un moyen de renouer avec une forme d'oralité. Mais oui. Effectivement, moi, quand je pense à l'Iran et à la poésie, je vois effectivement cette dimension-là qui est très présente aussi dans votre discours et dans votre approche. Et est-ce que vous iriez jusqu'à lire donc, précisément des textes d'autres auteurs, et surtout sur quels critères vous pourriez les choisir? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez absolument pas lire dans ce désir de lecture que vous évoquez? Non, je pense pas. Je me dis pas que je n'exclus rien parce que tout dépend effectivement du texte et de l'émotion surtout que le texte suscite. Pour moi, c'est ça la rencontre en fait avec le texte. C'est cette émotion partagée.
Si cette émotion n'est pas là, et le texte peut être très, très beau, très fort, excellemment bien écrit, mais si cette émotion n'est pas là, je ne pourrais pas du tout accompagner, je ne pourrais pas prêter ma voix au texte. Voilà, il faut cette rencontre sur une émotion forte, suscitée par les mots. Et là, oui, je pourrais tout lire à ce moment-là. Ouais. Alors, je crois que tout à l'heure, j'ai senti un petit frémissement. J'ai l'impression que vous vouliez réagir, Michel, sur un des aspects évoqués par Mariam, peut-être notamment sur cette implication d'un auteur dans la lecture d'un texte. Non, oui, dans le passage à l'acte, oui. Une fois que c'est... Il y a des étapes comme ça qu'on a besoin de franchir et qu'après on est libre, on est libéré de quelque chose. Oui. Et moi, ça m'est arrivé aussi, mais bon, c'est dans une petite mesure. Et je l'ai senti aussi auprès des auteurs que j'ai accompagnés en studio. C'est oui, une épreuve initiatique aussi, découvrir les métiers qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de sacré aussi dans l'environnement. Les métiers cachés d'ingénieur du son, de réalisateur musical, et puis finalement, j'ai découvert ces auteurs une humilité très touchante chez la plupart, et qu'ils écoutent. Parfois, c'est très... En tant qu'éditeur, quand on travaille sur un texte, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire entendre ce qu'on sent comme petit... Parfois, ce sont juste des petits grains de sable qui achoppent à la lecture, et on a envie on a envie de les faire entendre à l'auteur, et c'est pas... Voilà, il faut y mettre du doigté, de l'énergie. Mais là, en studio, il y a tout d'un coup un dépouillement et une écoute incroyable. Et ça, c'est... Et je crois qu'ils se mettent plus à nu aussi. On sait bien, même si le public n'est pas là, mais il y a une mise à nu qui les rend très ouverts à... Bon, il faut les accompagner avec énormément de bienveillance dans ces cas-là, parce que évidemment, ils ont besoin de ça aussi. Mais c'est très intéressant, ces moments-là. Oui, il faut peut-être le dire, parce que dans cette première table ronde, nous évoquons aussi les coulisses du livre audio. Vous avez parlé d'épreuve, une dimension initiatique. Enfin, c'est une épreuve de lire un texte, surtout pour un non-comédien, pour un auteur qui se confronte à cette matière. Et puis, physiquement, ça peut être extrêmement éprouvant. Est-ce qu'on peut parler de ça, peut-être avec Yves aussi, des conditions d'enregistrement on peut... Alors, moi, justement, je dirais, ça n'a pas été éprouvant. En plus, on avait prévu beaucoup plus d'heures, et finalement, ça s'est fait aussi de façon beaucoup plus rapide, en fait. Donc moi, alors c'est très particulier parce que c'est un texte très autobiographique. Marc, c'est la poupée. Donc c'est un texte qui m'habite complètement, voilà, qui parle de mon enfance, que je porte en moi. Et donc, il y a eu quelque chose d'extrêmement fluide, en fait, dans ma lecture. Et d'ailleurs, le travail avec l'ingé son, c'est aussi très bien passé parce que je veux dire, ça coulait, en fait. C'est un texte que je connais quasiment par cœur maintenant. Voilà, je l'ai lu pendant 1 an dans des lectures musicales, dans des festivals, dans des salons. Donc, c'était l'aboutissement de quelque chose, l'enregistrement de ce livre audio. Ça n'a pas été une découverte pour moi. Ce que j'ai découvert, c'est tout le travail technique autour. Ce dont vous parliez, effectivement. Comment on le construit, comment ça marche, etc. Mais sinon, le studio d'enregistrement, tout ça, c'était nouveau, évidemment. Mais pas le texte, et ni la lecture de ce texte. Voilà. Donc, ça n'a pas été éprouvant, ça a été vraiment pour moi une partie de plaisir libératrice. Voilà, je me suis sentie libérée. Je me souviens, on a dû travailler 4h30, 5 heures en studio. C'est un livre qui fait 202 pages, donc ça allait très vite. Et je me souviens, je suis sortie ensuite, parce qu'on venait de terminer, et je marchais dans la rue avec une légèreté en me disant, mais c'est fait, c'est magique, ça y est, voilà. Je n'ai plus à vouloir à tout prix posséder ce texte et ne pas le lâcher, en fait. Et ça a été pour moi vraiment libérateur. Oui, on sent. Et puis, bon, peut-être avec cette idée du sas vers le prochain roman aussi, que quelque part, c'est un processus
qui s'enclenche. Alors que moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des comédiens en studio vraiment physiquement, de grands comédiens, mais voilà. Non, mais en tout cas, tellement. Je pense que c'est comparable à je pense pour certains, ça peut être comparable à un marathon. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas. Et après, il y a des gens qui ont une aisance effectivement très perturbante, qui enregistrent par ailleurs des voix off et qui en quelques minutes arrivent à caler exactement vraiment les choses de manière très, très rapide. Alors je ne sais pas si pour Yves d'ailleurs, comment ça se passe. Par exemple, une question qui me taraude, c'est Charlotte, je ne vais pas dire combien de divisions, mais combien d'heures d'enregistrement, qu'est-ce que ça représente, un livre comme Charlotte, en termes de... 2 jours de studio. Alors c'est quoi 2 jours de studio? C'est combien d'heures? C'est du matin au soir, oui, c'est la nuit. nuit. On a dû faire un 10-17 ou 10-18, je ne me souviens plus exactement. 10-18, pas mal, très bien. Oui, je ne sais fort, plus. Mais avec 1 heure de pause quand même pour le déjeuner. Et alors c'est sûr que le soir je suis fatigué, mais c'est pas, enfin je le vis pas comme un marathon, comme un truc pénible. C'est sûr que c'est fatigant, ça demande une attention de chaque instant. Mais c'est un énorme plaisir, c'est unique parce qu'on fait ça que dans le livre audio, de lire à haute voix un livre entier au théâtre. Si on adapte un roman, forcément on l'adapte, donc le spectacle doit durer 1h30. Le CD, je crois qu'il fait 6h ou 6h30 de Charlotte. Donc voilà, puis on coupe rien. Enfin, je veux dire, voilà, on lit l'œuvre en entier, donc c'est comme un voyage. Alors oui, ça demande, faut être en forme, il faut être attentif, mais pour moi, c'est un grand, grand plaisir de faire ça. Est-ce qu'on savonne beaucoup quand on a votre niveau de... Alors moi, pas trop. Pas trop? Donc ça vient comme ça, la phrase est pure en tout cas, c'est le retour. Moi, je ne vois pas les autres comédiens en studio. C'est les retours que j'ai quand j'enregistre, on me dit que waouh, quand même, on s'arrête très peu, etc. Bon, c'est sûr qu'avec Tête de lecture, j'ai une dextérité de. Puis après, moi, j'ai quand même cette honnêteté quand on me demande d'enregistrer quelque chose, c'est que je l'ai lu avant. Enfin, je ne le découvre pas en studio. J'ai cru comprendre que parfois, certains comédiens le découvraient au moment de l'enregistrement. Pas de nom. Donc non, j'avais pas de nom en tête, mais donc voilà. Apparemment, je suis assez efficace. Enfin, moi, c'est ce que je vous dis. Mais non, mais c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que c'est une plongée dans l'œuvre. Moi, j'essaie vraiment toujours d'être comme dans Tête de lecture, c'est-à-dire d'être à cet endroit où je ne vais pas non plus moi m'imposer au truc. C'est vraiment faire entendre ce que l'auteur a écrit, le rendre vivant, le rendre agréable, etc. Et je suis vraiment guidé par ce qui est écrit en fait. Je viens pas coller un truc sur le texte, mais j'essaie vraiment de voir ce qu'il y a dans le texte. Et souvent les différents, parce qu'il y a plein de choses. Il y a le rythme, les silences, etc. Mais souvent ils sont dans le texte. Si d'un coup il y a un truc un peu à suspense, on va vouloir forcément aller un peu plus lentement pour tenir l'auditeur en haleine, etc. Mais oui, c'est fatigant, mais bon, il y a plus fatigant. Enfin voilà, c'est pas aller à la mine non plus. Oui, c'est sûr. En dehors des différences évidemment techniques, et la question s'adresse à tout le monde, c'est quelle différence vous voyez fondamentalement entre le livre audio avec son enregistrement très codifié et une lecture à voix haute devant un public. Alors évidemment, il y a ces différences techniques que j'évoquais, mais là, si on creuse un peu le sujet et on essaye de comprendre la nature profonde des choses, qu'est-ce qui distingue finalement cet acte de lecture performative face à un public de la logique du livre audio? Est-ce que vous voyez un changement? Oui, je veux dire, ça n'a rien à voir, j'exagère un peu. Mais ça n'a absolument rien à voir? Non, j'exagère. Mais tout à l'heure, voilà, on va lire chacun un extrait. Je sais que ça ne sera pas du tout ce que j'ai fait en studio. C'est-à-dire que là, il y a les gens sont là, donc il y a un regard, on les voit, il y a une physicalité. Bien qu'on ait un micro ici, il y a quand même un peu plus de projection. En studio, on sait qu'on parle dans l'oreille de l'auditeur, qu'on est là avec lui, que c'est plus... Alors, on ne fait pas que de voix d'éteindre comme ça, mais c'est pas pareil. Approchez-vous du micro, ça marche. Je sens que la salle est en transe. Non, mais voilà, il y a quand même ici, le comédien, enfin, en lecture à voix haute devant un public, le comédien, il est présent physiquement. Oui. Donc, la gestuelle, etc. Alors... en studio, il n'y aura que la voix au final. Oui. Alors si on fait un geste, ça s'entend l'air de rien dans le micro, mais c'est pas la même approche. C'est sans doute plus intimiste en studio. Et vous, je suis d'accord avec Yves, effectivement, parce que alors moi je pars aussi du principe que là c'est le temps d'un instant. Donc on est aussi dans quelque chose d'éphémère. Bon, même si ça peut être enregistré, tout ça, c'est pas du tout la même chose que le livre audio qui est un produit fini.
et avec une voix aussi qui sera de toute façon associée au texte, en fait. Donc, même s'il y aura d'autres lectures dans l'avenir, n'empêche que ce premier enregistrement et cette première voix avec laquelle on découvre le texte fait que les deux sont associés. Alors qu'en lecture musicale ou en lecture là, c'est ce qu'on va faire. Pour moi, c'est pris aussi dans quelque chose d'éphémère. Et c'est pour ça que je tenais autant à ce que ce soit moi qui enregistre mon propre texte pour que ce soit la voix de l'auteur. Donc je crois qu'il y a quelque chose aussi avec ça qui m'a permis ensuite de le déléguer. Et qu'est-ce que vous préférez entre la lecture? C'est très différent. Ouais, mais non, j'ai pas de préférence. C'est deux expériences pour ouais. moi différentes. Ouais. Totalement différentes. Après, moi, j'aime bien effectivement écouter aussi le public, en fait, quand je lis, ouais. Ce que je peux pas avoir, évidemment, dans un oui, puis la réaction de la salle. Là, on est avec soi-même, oui. Bien sûr. Je ne sais pas si certains d'entre vous-même ici, avaient pu assister à des lectures de Pasolini par Virginie Despentes et Béatrice Dalle, accompagnées par le groupe Zéro. Ça décoiffe. Et effectivement, vous sentez que la salle vibre, ou pas d'ailleurs, mais on a une réaction, on a une salle qui s'anime, on a un corps qui se meut, ouais. Et qui réagit à ces vagues que vous lancez. Alors c'est vrai qu'en livrant... Ça, c'est très fort. Voilà. Ça, c'est très fort parce que justement, c'est une énergie qui est communiquée, en fait, totalement par le public à celui et celle qui lit. Donc, ouais. Michel, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je dirais que c'est un peu la même chose en musique. La différence qu'il y a entre un concert et un disque. Et voilà, il y a l'interaction et l'énergie qu'on a dans le moment il y a du don et on peut donner parce qu'on reçoit aussi en même temps. Quand on est en studio, c'est une autre énergie qu'il faut mobiliser, une autre qualité de présence et c'est complètement différent. Mais pensez vraiment être à l'oreille. Il m'est arrivé d'enregistrer un enregistrement là. De réaliser un enregistrement avec le Philharmonique de Radio France, c'était Valérie de la Rochefoucauld qui était au milieu de l'orchestre. Et là, bon voilà, elle était au milieu de l'orchestre, un enregistrement live. Mais j'aurais aimé que sa voix soit beaucoup plus intime par moment, et elle ne pouvait pas l'être parce qu'elle était dans l'orchestre. Et voilà, ça a aussi des défauts. L'enregistrement live a aussi c'est pas les mêmes repères, limite, ouais. Et du coup elle est dans une voix plus portée, plus lyrique, et à l'écoute ça passe un peu moins bien que si ça avait été fait en studio, ça, par exemple. Oui. Il y a juste une chose sur le livre 2, sur l'enregistrement, c'est qu'il faut quand même savoir que ça va quand même relativement vite. On ne fait pas 50 000 prises du tout. Et c'est vrai que, alors il y a une forme de perfection entre guillemets, il ne faut évidemment pas que ça bute, qu'il y ait des bruits de bouche, ce genre de choses. Mais après, ça reste une interprétation qui est l'interprétation du jour où on enregistre, etc. Moi, par exemple, je ne réécoute jamais les livres audio que j'ai enregistrés. C'est une horreur. J'entends, non, là, j'aurais dû faire ça comme ça. Parce qu'on ne fait pas 3 tentatives, on ne commence pas à se dire, vous imaginez si on commence à enregistrer le roman 3 fois. Donc, on reprend juste parce qu'à un moment, non, là, c'est un peu perdu, on n'a pas retrouvé le personnage tout à l'heure. Ou, non, là, on reprend comme ça. Mais sur l'interprétation globale, il y a tellement de façons de lire que, c'est l'interprétation de ce jour-là, à ce moment-là. Donc, il y a donc, du coup, des points communs, finalement. C'est-à-dire que, c'est l'interprétation de ce jour-là, et je pense que si je enregistrais aujourd'hui Charlotte, je ne l'enregistrerais sans doute absolument pas de la même façon, mais parce que voilà, c'est un autre moment. Oui. Et le rôle, on en a un peu parlé, on l'a évoqué, c'est très important, le rôle de l'habillage sonore, le rôle de la musique. Alors comment ça s'est intégré dans le livre audio. Enfin, il y en a pas, là pour Charlotte, c'est pas le cas, mais c'est je assez sais pas rare, si dans le livre audio. Je ne sais pas après ce qu'il en est advenu, mais au départ, l'ingé son m'a fait écouter effectivement un petit morceau de guitare acoustique qui scande en fait les chapitres. Voilà. Oui. Mais je ne sais pas du tout si ça a été gardé ou pas. C'était en discussion à ce moment-là. Oui. On m'avait demandé mon avis sur si ça pouvait coller au texte ou pas. Moi, j'avais bien aimé. Oui. Mais bon, je ne sais pas après... Et qu'est-ce que vous en pensez, ça, de cet habillage sonore? Tout à l'heure, on parlait d'exhausteur. C'est pas forcément nécessaire. De littérature, oui. J'ai vu que plusieurs auteurs... On pourrait s'en passer, franchement. Ouais. Après, bon, je sais pas, ça dépend.
ça dépend aussi peut-être de l'auditeur, enfin celui qui va écouter, il aura peut-être envie effectivement ces moments de pause. Bon, moi je pense que c'est pas nécessaire, qu'on pourrait effectivement enregistrer le texte sans accompagnement musical. C'est assez différent pour ni habillage sonore. Évidemment les éditeurs jeunesse, Didier Jeunesse, je citais tout à l'heure l'inénarrable Petit Kaki et ses aventures incroyables, ou Lala dans la lune et la petite souris. Et bon, là, on a besoin de comprendre que la fusée décolle. Quand elle décolle, elle doit décoller avec un son de fusée. C'est vraiment un objet musical avant d'être un livre lu. Sans la musique, voilà, ils perdraient beaucoup, ces objets-là. Ils ne sont conçus que... Enfin, souvent, ce sont des duos, d'ailleurs. Quand vous citez ceci, c'est une conteuse, Cécile Bergam, et un musicien, Timothée Joly. Et extrêmement talentueux. Extrêmement talentueux. Vraiment, qui jouait récemment là, dans la peau de Don Quichotte. C'était magnifique, aux Abbesses. Oui, voilà, ce sont des objets musicaux, artistiques. Je voudrais revenir aussi sur une notion, si j'ai encore 2 minutes, c'est de l'objet, on a parlé de l'objet tout à l'heure en préambule, du disque ou du support. C'est, le livre le concrétise encore davantage, c'est qu'on comprend qu'il y a œuvre grâce à l'objet. Et surtout faire transmettre cette idée-là aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un début, un développement, une fin, qu'il y a des moments à l'intérieur, mais que tout ça est conçu, pensé pour s'écouter de façon continue, dans un certain ordre. Même quand il s'agit de chansons, un artiste, là je reviens à la chanson, mais ou à la poésie, il ne met pas ses poèmes dans le désordre, ou alors c'est volontaire, mais il y a, et ça, cette notion d'œuvre transmise par l'objet lui-même, c'est une chose qu'il faut continuer à penser de la sorte. Alors évidemment, dans le livre, dans le roman, on ne peut pas commencer par la fin. Enfin, il y a certains auteurs qui s'y sont risqués, mais c'est implicite dans la musique. Dès qu'on est dans l'objet musical, aujourd'hui, on est face à une métamorphose des usages et une segmentation de l'écoute. On va écouter un best-of, on va écouter une playlist, et on n'est plus dans cette conception de l'objet. Et là, c'est intéressant de relier le conte musical et le livre audio dans cette même perspective aussi. Très bien, écoutez, merci pour ces échanges. Nous avons la chance d'avoir un petit temps de questions, à peu près une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions à poser à nos intervenants sur le sujet que nous avons évoqué. Oui. Ça fonctionne. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de la performance physique en comparant un petit peu l'enregistrement à un marathon. Est-ce que l'enjeu ne serait pas aussi dans le mental et dans l'approche qu'on a d'un texte? Je pense aux auteurs qui vont lire leur texte, donc qui vont le redécouvrir par la force des choses, mais aussi aux comédiens qui peuvent se sentir plus ou moins impressionnés. Donc la force un petit peu mentale qu'on a face à un texte, comment ça joue selon vous pour l'interprétation? Non, Mariam? Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. La force mentale que procure le texte ou la force mentale qu'il faut mettre à l'œuvre pour pouvoir le lire? Les enjeux, on parlait des enjeux physiques. Et puis il y a aussi l'appréhension face à un texte. Alors, moi, je vais vous faire... comédien ou auteur, d'ailleurs. D'accord. Moi, je vais vous faire en fait une petite confession. En lisant mon propre texte donc pour l'enregistrement, c'était très drôle parce que je me suis rendu compte de plein d'erreurs. Et je me disais, ah non, là vraiment, ta phrase, ça va pas du tout. Ah non, mais pourquoi tu as mis une virgule à ce moment-là? C'était affreux. Et donc, on a beaucoup ri aussi avec l'ingé son parce que je m'arrêtais et me disais, qu'est-ce qui se passe? Ça te choque pas la virgule là? Et il était
bon, très amusés en fait par ça. Ils me disaient non mais là c'est pas du tout le moment de modifier quoi que ce soit en fait. S'il te plaît lis. Donc j'entrais en fait dans ce processus de modification sans fin que connaissent tous les auteurs, à savoir que le texte peut être modifié mais tout le temps en fait. Et c'est heureusement qu'il y a un éditeur pour dire que ça suffit. Voilà. Donc en fait moi c'était un petit peu ça ce qui s'est passé. Enfin bon par rapport au mais non, mais sinon après c'est vraiment, enfin pour moi ça n'a pas du tout été, comme je l'ai dit tout à l'heure, éprouvant. Ça a été un vrai plaisir de le lire dans ce sens où justement page par page, voilà, je laissais tout ça derrière moi pour pouvoir passer à un autre livre, en fait, écrire un autre roman. Donc ça a été vraiment pour moi une expérience de plaisir avant toute chose. Voilà. Si la question sur la préparation mentale, pour moi, c'est faire le vide. C'est-à-dire vraiment essayer de au maximum faire le vide. Ce qui, pour moi, est ce que je cherche tout le temps dans mon travail de comédien, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans la lecture, c'est de faire un vide et puis hop, on se lance. Et si je lis, si je travaille le texte avant, etc., j'essaie d'oublier et de vraiment le redécouvrir et de me laisser porter. Ça répond à la question. J'aimerais quand même souligner une chose, c'est qu'on peut avoir beaucoup de plaisir en courant un marathon. Hein, ou un semi-marathon en fonction de ses possibilités. Hein, donc, en écoutant un livre audio, par exemple. Voilà. Mais on sécrète des endorphines et effectivement, c'est pas mal. Voilà. Oui, totalement. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui, c'est plutôt deux remarques. Les hommes politiques sont en train de découvrir d'ailleurs que le contrôle de ce qu'ils vont prononcer devant un public passe par l'oral, puisqu'ils écrivent et puis parfois il faut corriger quand on le lit et qu'on le déclare devant les autres. L'autre remarque, c'est quelques souvenirs au sujet d'un de mes premiers salons du livre où quand on y avait organisé, c'était très bien d'ailleurs, dans le principe de demander à des auteurs de lire une partie de leur texte. En général, et je ne veux surtout pas généraliser, c'est pas parce qu'il y a 2 millions d'auteurs en France aujourd'hui, donc on ne peut pas généraliser, mais le résultat était complètement catastrophique. Et je me suis posé la question, pourquoi ? Alors il y a une des raisons, et je pense que votre avis est intéressant, c'est qu'une fois qu'un texte est écrit, il n'appartient plus à l'auteur. Il y a totalement un changement, si je puis dire, de propriété. Chaque lecteur va être en fait un des propriétaires. Voilà. Alors, je me permets de réagir, évidemment. Là, vous m'avez tendu une perche. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, ce qui se passe dans l'expérience, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai faite en lisant mon propre texte, c'est que c'est plus mon texte, justement. C'est-à-dire que le temps de la lecture, qu'elle soit musicale, face à un public ou en studio d'enregistrement, il y a une distanciation très forte, en fait, qui a lieu à ce moment-là, où je lis un texte, point. Et donc, c'est peut-être, voilà, c'est pour nuancer aussi cette volonté souvent effectivement de l'auteur de vouloir se coller à son texte, s'approprier, le garder. Justement, moi, l'expérience que j'ai faite, ça a été tout le contraire. C'est pour ça que ça m'a permis de le lâcher. S'il y a une distanciation qui est là, qui opère et qui fait que presque on a l'impression d'un texte étranger. Voilà. Est-ce que vous avez fait du théâtre ? Oui, alors moi, c'est ça aussi. Bon, le théâtre aide. Oui. Justement, j'ai envie de rebondir avec une question pour l'éditrice que vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait si un auteur veut absolument lire son texte alors que, a priori, il n'est pas bon, il le lit mal. Comment on gère ce relationnel complexe ? Alors, moi, je ne sais pas si ça vous arrive. Ça ne m'est pas arrivé. Oui. Ou alors, j'ai été très diplomate. Et puis, j'ai dit que j'avais une ligne éditoriale. Mais je le fais entendre, encore une fois. Je fais entendre qu'avec la voix de tel comédien, je lui fais écouter sur des textes courts, d'autant en plus. Les auteurs, ou comme les conteurs, parfois n'arrivent pas à lâcher, c'est intéressant, cette idée de vide aussi, ou de distance, c'est la même chose, c'est la même idée, ils n'arrivent pas à lâcher ce qu'ils ont mis dedans, et
Et il y a plus que les mots, finalement. Enfin, les mots doivent tout dire. Et c'est pas leur... les mots peuvent être lus par tout un chacun. C'est important que tous les mots soient lisibles par tous. Que ce soit à voix basse ou à voix haute, d'ailleurs. Ça doit... Voilà, c'est pas... Ah ben oui, entends quand je te le dis. Ben oui, mais non. La virgule, elle est là, le point, il est là. Et donc, non, ça marche pas, ce que tu fais entendre dans ton texte. Oui, et puis après, Yves évoquait une solution, c'est la solution du casting neutre, comme d'ailleurs pour un comédien qui passe lui-même. Comment ça se passe d'ailleurs? Ça, on n'en a pas parlé, le casting, parce que c'est un peu une sorte de chose assez mystérieuse. Charlotte, c'est vous qui... alors c'était avec David, hein, c'est ça. Charlotte, c'est David qui a demandé. Voilà, c'est pas tout à fait la même situation. Non. Mais d'ailleurs, vous allez réitérer là je passe des essais. Des essais. Et donc comment ça se passe? J'en ai fait plusieurs infructueux malheureusement. Mais oui, comment ça se passe? On nous appelle, on dit voilà, on a pensé à toi pour tel livre, est-ce que tu peux venir en studio? On enregistre 3-4 pages. Et puis voilà, après en général les maisons ont 3-4 comédiens auxquels ils ont pensé, puis après ils écoutent et ils font leur choix en fonction du timbre qui semble le meilleur. Oui, les 3 ou 4 ne sont pas tous ensemble dans le couloir. Non. Je rassure, hein. Effectivement, parce qu'on a un peu cette vision. Mais je pense que les 2 cas de figure existent. Hein. Ça peut être soit de ça, soit directement, on a pensé à toi et il n'y a pas d'essai, ça dépend. Tout est possible. Alors on a encore quelques questions dans le public. Oui. Merci. Ça va être assez rapide, mais c'est pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, parce qu'effectivement, cette question de lâcher son propre texte lorsqu'il est lu par d'autres comédiens, moi je l'ai eu pendant très longtemps, parce que j'ai beaucoup travaillé à Radio France, et à la radio aussi, effectivement, qui dans des émissions où j'écrivais des textes pour, par exemple, une émission Nuit Noire, Nuit Blanche, pour Patrick Légibel, et j'arrivais à l'enregistrement avec des comédiens qui avaient été choisis par le réalisateur. Dans ce cas-là, je me disais, il faut laisser libre, il ne faut pas intervenir du tout. D'ailleurs, les réalisateurs, souvent, ne supportent pas trop que l'auteur intervienne, ce qui est normal. Et d'un seul coup, un personnage qu'on avait imaginé en l'écrivant avec telle personnalité, telle voix, les deux sont liés, on était devant un comédien c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé, et tout l'enregistrement lui-même était très surprenant. Et là, il faut faire un certain travail d'écrivain, d'auteur, en se disant, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est vraiment dans le sujet d'aujourd'hui. Quand un lecteur lit un livre lui-même tout seul, le lit lui-même comme ça, il va se créer sa propre interprétation du livre. On dit ce que disait monsieur quand il disait chaque lecteur est propriétaire de son interprétation. Et là, d'un seul coup, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je me disais à chaque fois, laisse faire ce qui va se passer, n'interviens pas, et c'est comme une nouvelle ouverture du livre, une nouvelle lecture, une nouvelle image sonore de ce livre, et des fois ça peut être un peu décevant, mais par rapport à quoi? Ce qu'on s'était dit à soi, mais pour d'autres ça va être très bien, et des fois au contraire on y gagne, c'est-à-dire qu'on entend des choses qu'on n'avait pas pensées lorsqu'on les écrivait. Donc il y a vraiment tout un travail il y a plusieurs strates comme ça qui sont... Et moi-même, j'ai lu effectivement des textes d'auteurs, et comme vous parliez, Yves, de ce débeauté des fois lu des textes de Julien Gracq, ce qui n'est pas évident non plus, au débeauté, parce qu'on n'avait pas le temps de faire une première lecture pour les chemins de la connaissance, plusieurs à la suite, comme ça, il y a une espèce de vertige, comme si on était au-dessus d'un gouffre, et en même temps, on se dit que c'est ce que vous disiez aussi, une lecture possible, une chose possible qui peut... voilà, c'est exactement pareil que lorsque le lecteur tout seul lit son livre et il va trouver quelque chose. Et c'est là le pouvoir merveilleux de tout ce que les mots peuvent avoir de liberté pour nous permettre d'interpréter. Donc c'est la même chose. Et je voulais parler de cet univers de la radio, parce qu'il y a les livres audio, mais il y a aussi la radio. Et c'est vraiment aussi un travail... c'est une liberté, voilà, c'est-à-dire que le livre, comme disait Mariam, le livre à un moment donné ne nous appartient plus, la pièce radiophonique ne nous appartient plus, et c'est une recréation. Donc ça, c'est un beau travail. Voilà. Merci. Nous allons d'ailleurs parler de la radio un peu plus tard dans la journée. Donc, il y a encore une question une dernière question, parce que nous devons rendre l'antenne. J'en ai vraiment pour
deux petites minutes et ça revient un petit peu à la même chose que ce que disait madame. Bonjour tout le monde. Je voulais dire qu'on parle du livre audio un peu en général depuis ce matin, alors que chaque éditeur est très différent. Chaque studio est très différent. Il y a des studios où il n'y a que des ingé-sons, d'autres où il y a aussi des directeurs artistiques. Et dans ces cas-là, on ne va pas vouloir faire la même chose. Donc par rapport à la question de savoir si l'auteur lit ou un comédien, tout ça, ce sont des questions qui sont importantes, qui sont posées en amont. Et il n'y a pas qu'une seule chose à transmettre à travers un texte, comme le disait Yves, ou vous, madame. Il y a énormément de possibilités à travers un seul texte, de propositions de lecture, et le livre audio n'est pas un palliatif pour ceux qui n'auraient pas accès au livre papier, c'est une proposition de lecture. Donc dans ce sens, parfois c'est très intéressant d'avoir la voix de l'auteur, parfois ce sera autrement intéressant d'avoir un comédien, plusieurs comédiens. Moi, il m'est arrivé aussi en studio d'avoir l'auteur présent, mais un comédien qui lit. Donc là, il y a encore autre chose qui se passe, une transmission qui est différente. Et dans cet état d'esprit, je crois qu'il n'y a pas une réponse par rapport à un texte. Et moi, je rêve qu'un jour, un même texte soit enregistré par plein de gens différents, justement pour montrer toutes les nuances que peut apporter la lecture à voix haute, qui est une autre façon de transmettre un texte, qui n'entre en rien en concurrence avec sa propre façon intime de lire le texte, sa propre façon intime de le lire à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, qui est déjà différente aussi. Donc dans cette pluralité, je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui que le livre audio émerge énormément, c'est de garder la plus grande pluralité possible dans les approches, dans les studios et dans les éditeurs, qui est déjà de fait le cas. Voilà. Ça, je pense que ça va rejoindre une de nos dernières tables rondes cet après-midi, donc je vous recommande de rester absolument ici, parce que nous allons aborder ce sujet, et donc tout le monde doit venir et rester. Voilà. Non, et on va évidemment aborder cette question de la diversité qui est fondamentale. Alors, je tenais vraiment à vous remercier pour nous avoir permis de lever le voile sur le livre audio, parce que je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui appréhendaient le livre audio avec cette dimension un peu mystérieuse. Moi, quand j'ai découvert le livre audio, c'est ce qui m'est arrivé, je découvrais un nouveau continent. J'avais l'impression, comme dans le film de Godard qui s'appelle Alphaville, vous savez, où Eddie Constantine ouvre des portes, d'ouvrir de nouvelles portes dans l'existence. Et le livre audio, vous en avez très bien parlé tous, et je vous remercie. Et puis on peut voir aussi que les auteurs et les comédiens ne sont pas du tout en rivalité, au contraire, vous pouvez vous serrer la main, vous embrasser, voilà. Donc cet intitulé de table ronde pouvait faire croire effectivement que nous allions avoir une rivalité. Mais... mais au début on m'avait demandé si c'était une volonté. Non, voilà, j'avais pris effectivement les devants, mais finalement tout se passe bien. Voilà, merci beaucoup, merci à vous.